Avant d'aborder cette question, je suis obligé de dire quand même 2-3 mots sur le modèle Homo emoticus pour que vous compreniez comment j'aborde la question du management d'équipe et du rôle des émotions dans le management d'équipe. Alors, le modèle Homo emoticus repose sur 4 émotions principales qui sont différentes des émotions que vous avez l'habitude d'entendre. Donc, ce ne sont pas la joie, la tristesse, la colère et la peur, c'est ce qu'on appelle les 4 émotions de base, ou les émotions de Paul Ekman, donc c'est joie, tristesse, colère, peur, plus surprise, dégoût et mépris. Donc, c'est ces 7 émotions du modèle de Paul Ekman. Et en général, dans les formations en intelligence émotionnelle, on vous fait travailler sur ces émotions-là en particulier. Dans le modèle Homo emoticus et à l'Académie Homo emoticus, on vous fait travailler alors sur une palette de 16 émotions, mais où on se concentre sur 4 émotions principales que sont la peur, l'envie, l'admiration et la gratitude. Pourquoi la peur, l'envie, l'admiration et la gratitude sont mises en avant et sont considérées comme plus importantes que les autres? Parce qu'elles sont étroitement liées à 4 expériences de vie fondamentales, à 4 expériences phénoménologiques que sont précisément donc, le danger qui active la peur, l'obstacle qui active l'envie, donc l'obstacle, j'entends toute privation, toute contrainte, toute adversité, la perfection qui active l'admiration, et donc quand j'entends perfection, c'est toute forme de qualité, et le don qui active la gratitude, le don étant tout bien reçu de quelqu'un sans contrepartie, autrement dit gratuitement. Et en fait, ces expériences phénoménologiques, donc un danger qui apparaît, donc l'approche d'un mal, nous signale évidemment l'existence de la mort. L'obstacle nous signale l'existence de la limite. Et l'expérience de la perfection nous signale l'existence de la beauté. Et enfin, le don nous signale l'existence de l'amour. Et donc, si vous voulez, le modèle Homo emoticus insiste sur ces 4 rapports au monde. Un rapport de destruction, le monde fourmille de danger et peut nous susciter la peur parce que nous savons que nous sommes mortels et que nous pouvons mourir. Le monde fourmille d'obstacles, de privations, de contrariétés. Et dans les obstacles, je mets évidemment toutes les formes de rivalité ou de handicap ou d'infériorité et nous signale nos limites. Et donc, ce sont 2 aspects de notre vie émotionnelle qui nous font souffrir, la peur et l'envie. Donc, l'envie au sens de jalousie, être envieux, et non pas envie au sens de désir. Je précise bien dans le cadre des émotions, quand on parle de l'envie, c'est de l'envie-jalousie. Et heureusement, il y a 2 autres pôles qui rendent la vie agréable. C'est le monde fourmille de perfection, il fourmille de qualité, il fourmille de beauté, et donc il est admirable. Et enfin, le monde fourmille de dons et nous met dans un état de gratitude et nous signale l'existence de l'amour, le fait que nous soyons aimés. Alors, vous voyez, c'est un petit détour un peu anthropologique pour revenir à des réalités évidemment plus concrètes. C'est que précisément dans le modèle Homo emoticus, on va être soucieux de limiter autant que possible la peur chez soi, dans la relation aux autres et dans un collectif, l'envie chez soi, dans les relations aux autres et dans un collectif. Donc, minimiser autant que possible la peur et l'envie parce qu'on ne peut pas les éradiquer, parce qu'il y a toujours de la peur et de l'envie qui peut naître chez chacun de nous, mais au moins essayer de les minimiser. Et c'est un des soucis que doit avoir le manager, en tout cas dans le modèle Homo emoticus. C'est ce à quoi on forme les managers, c'est avoir le souci d'identifier où sont les dangers et où sont les obstacles, où sont donc les sources de peur et d'envie, pour essayer de les minimiser autant que possible. Et là, on va voir justement comment on peut essayer de les minimiser dans un collectif. Mais ça ne suffit pas, parce que là, c'est uniquement essayer de traiter des émotions négatives, mais traiter des émotions négatives ne suffit pas pour être heureux, il faut encore avoir aussi des émotions positives. Et comment on va pouvoir susciter de l'admiration et de la gratitude, d'abord chez soi, mais aussi dans ses relations et dans un collectif. Comment donc susciter des expériences d'admiration et de gratitude, et en évitant de susciter des expériences de peur et d'envie. Voilà un peu, si vous voulez, le programme. Et je vais essayer brièvement de vous montrer comment on peut concrètement le faire dans le management d'équipe. Si vous pourriez vérifier tous que vos micros sont bien éteints,
parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui doit avoir un micro, parce qu'on a des bruits un peu parasites. Donc, si vous pouviez, le temps de la présentation, fermer vos micros, ça rendrait l'écoute plus agréable. Alors, oui, il y a encore quelqu'un qui a, je crois, un micro ouvert. Ça fait pas mal de bruit. Si vous pouviez faire attention à vos micros. Merci. Alors, maintenant, on va voir comment, dans le management d'équipe, on doit pouvoir, en fait, essayer de minimiser la peur et l'envie et essayer de maximiser l'admiration et la gratitude. En fait, dans ma présentation, je vais surtout axer ma présentation sur deux aspects. Comment minimiser l'envie, éviter que, du coup, de l'envie naisse entre les membres de son équipe, parce que c'est un grand facteur de division. Et donc, évidemment, ça va vraiment affaiblir la cohésion d'équipe. Et comment on va essayer de mettre du don et comment on va essayer de créer de la gratitude mutuelle entre les membres d'une équipe. Alors, la première chose, évidemment, qui est importante dans le management d'équipe, c'est la relation du manager avec l'équipe. Et ça correspond à… Il faut d'abord, évidemment, prendre conscience de deux aspects, deux dimensions de sa relation en tant que manager à l'équipe. C'est d'abord sa position initiale par rapport à l'équipe et puis la composition de l'équipe. Alors, la position initiale de l'équipe, il y a trois positions initiales d'un manager. La première qui est quand le manager crée l'équipe. Et c'est a priori la situation la plus facile puisqu'il compose son équipe, il choisit les membres de son équipe. Et donc, évidemment, il peut choisir que des gens qu'il apprécie et des gens qu'il pense qu'ils vont pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est la première configuration, première position initiale. La deuxième, quand le manager est promu de l'équipe. Et donc là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il connaît bien l'équipe. Mais évidemment, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, il peut souffrir de l'envie qu'il peut avoir à générer au sein de son équipe, dans le compte tenu du fait qu'il est, je dirais qu'il est issu de l'équipe et qui donc d'un père, il devient un supérieur. La troisième configuration, qui est la plus courante en général, c'est quand on hérite d'une équipe. On arrive, on est parachuté à la tête d'une équipe et on doit faire avec. On doit faire avec cette composition d'équipe. Et ça fait donc en fait trois situations différentes où, en fonction du fait que vous êtes en position de créateur de l'équipe, d'héritier de l'équipe ou de promu de l'équipe, eh bien, vous n'êtes pas dans la même disposition et dans la même situation. D'abord, dans la composition de l'équipe, puisque donc, dans un cas, elle est choisie, dans un autre, elle est imposée, et dans deux autres, elle est imposée. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le capital initial de cohésion, alors quand on crée l'équipe, eh ben, il est nul, puisque évidemment, cette équipe n'a pas encore d'histoire, et donc il va falloir créer ce capital. Donc, il y a un plus gros effort en tant que manager pour créer la cohésion, puisque cette équipe est nouvelle. En revanche, ce capital de cohésion, il existe quand on est en hérite d'une équipe, mais on ne le connaît pas. On ne le connaît que si on est promu de cette équipe, où on sait évidemment s'il y a un vrai capital de cohésion dans l'équipe. Donc, on part avec des informations évidemment différentes suivant qu'on est créateur, héritier ou promu en tant que manager. Ensuite, il y a le capital émotionnel initial vis-à-vis du manager. Alors, en général, il est évidemment positif quand on est le créateur de l'équipe, puisqu'on a choisi les gens. Donc, les gens en ont déjà une certaine gratitude d'avoir été choisis, d'avoir été sélectionnés, et peut-être même aussi de l'admiration. Donc, vous voyez, c'est ces deux émotions sur lesquelles on veut faire travailler dans le cadre du modèle Homo Muticus. Quand on est héritier d'une équipe, eh ben, là, effectivement, là aussi, on ne peut pas savoir quel est ce capital émotionnel. En tout cas, il peut se composer de peur, suivant la réputation du manager, ou d'envie ou d'admiration, là, toujours, en fait, en fonction de la réputation du manager. Et quand on est promu, eh bien, ça peut être ambivalent. Il y a des gens qui peuvent vous admirer, mais il y a aussi, c'est là où la situation où il peut y avoir déjà un capital d'envie vis-à-vis du manager. Et enfin, l'histoire de l'équipe, ben, comme je le disais, dans le premier cas, il n'y en a pas. Dans un cas, elle est inconnue, dans l'autre, elle est connue. Ça, ce sont évidemment les conditions quand on prend une équipe avec lesquelles il faut démarrer et avec lesquelles il faut déjà commencer à travailler pour créer un capital ou renforcer un capital de cohésion ou découvrir quel est ce capital de cohésion et puis voir quelles sont ses émotions initiales vis-à-vis notamment du manager, puisqu'il faut d'abord évidemment pouvoir établir un rapport
avec chacun des membres sur des émotions positives et essayer de dissiper déjà la peur et l'envie qui pourraient naître chez les membres de l'équipe vis-à-vis du manager. Donc ça, c'est le préalable. Alors, ensuite, il y a quel est l'état d'esprit que l'on veut insuffler dans cette équipe, alors, ou celui qui existe déjà et celui vers lequel on veut faire tendre. Alors, en haut, vous avez des petites bulles où vous avez différents types de personnes dans l'équipe en fonction de comment vous les percevez vous-même en tant que manager. Peut y avoir, dans des cas extrêmes, des ennemis ou des gens que vous craignez, des gens qui sont des dangers pour vous, des gens qui vous sont antipathiques et notamment peut-être ils vous font de l'ombre ou voilà, vous pouvez éventuellement envier un certain nombre de leurs qualités. Les gens qu'on ne connaît pas et puis il y a des gens pour lesquels on a déjà un capital de sympathie parce qu'on apprécie un certain nombre de leurs qualités et donc on a déjà un peu d'admiration pour eux. Et puis idéalement aussi des gens qui peut-être ne sont pas des amis, mais en tout cas, on a un rapport amical avec eux, on a déjà un rapport de gratitude, voire effectivement, parfois, il peut y avoir dans certaines équipes des gens qui sont eux-mêmes de notre famille. Donc, ça, on a déjà un rapport émotionnel avec chacun des membres et qui peut évidemment se traduire dans ces quatre dimensions émotionnelles de peur, d'envie, d'admiration et de gratitude. Et ce qu'on voudrait, ça, ce rapport, il est de chacun des membres avec le manager, mais aussi entre chacun des membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des rapports justement d'ennemis, de gens qui se craignent, où l'un craint l'autre, et où il y a des rapports d'envie, et les gens s'envient et se mettent des bâtons dans les roues, ou se tirent dans les pattes, comme on dit toujours, ou alors il peut y avoir déjà des rapports d'admiration et de gratitude. Idéalement, il y a 4 dynamiques émotionnelles qui peuvent prédominer dans une équipe. S'il y a beaucoup de rapports de peur entre les membres d'une équipe, on va arriver à une situation un peu type meute de loups, où ce sont des rapports de domination. Évidemment, c'est ce genre de dynamique dans le sein d'une équipe qu'on voudrait ne jamais voir apparaître, a priori. Mais il y a une autre plus sournoise et qu'on voit assez souvent apparaître, c'est qu'il peut y avoir l'équipe peut devenir un panier de crabes, ou en tout cas, une partie de l'équipe devient un peu un panier de crabes, c'est-à-dire ce sont des rapports de rivalité, ce sont des rapports d'envie, en fait. Alors ça, c'est 2 dynamiques qui, évidemment, sapent la cohésion d'une équipe. Et il y a 2 autres dynamiques qui peuvent, au contraire, renforcer cette cohésion. C'est ce que j'appelle la ruche d'abeilles, c'est-à-dire des rapports d'émulation. Chacun s'affaire à ce qu'il sait faire, il est content d'être à sa place, et il y a même de l'admiration mutuelle pour les compétences et les qualités des autres. Ça, c'est déjà une bonne dynamique, je dirais, émotionnelle au niveau d'un collectif. Mais ce n'est pas suffisant. Idéalement, on voudrait quand même que cette dynamique tende vers un foyer familial, vers une famille en quelque sorte, c'est-à-dire des rapports de solidarité, c'est-à-dire que non seulement les gens sont émulés et font bien leur travail, mais en plus, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. Vous voyez, donc là, on a 4 esprits d'équipe. 2 qu'on veut ne pas voir survenir dans une équipe ou qu'on veut dissiper dans une équipe, l'ambiance meute de loup avec des rapports de domination, l'ambiance panier de crabe avec des rapports de rivalité. Et ce qu'on voudrait, c'est insuffler dans l'équipe un esprit un peu ruche d'abeille, des rapports d'émulation fondés sur les qualités mutuelles et un rapport surtout de solidarité. Alors, comment concrètement essayer d'insuffler ça dans son équipe? Eh bien, on va voir que pour créer un esprit de famille, un esprit de cohésion, il faut pouvoir justement créer des occasions de partage, c'est-à-dire de dons mutuels, autrement dit, créer des occasions de gratitude mutuelle. Et il y a un certain nombre d'outils et d'instruments, vous allez voir, en fait, je pense que la plupart, vous les connaissez, et si vous êtes en position de manager, vous les utilisez, en tout cas au moins certains, pour justement créer de la cohésion. Là, ce que je vais souligner, c'est que ces instruments, précisément, créent des occasions de gratitude et donc peuvent créer un capital de gratitude collectif qui va resserrer les rangs et qui va souder une équipe et qui va créer vraiment un esprit de corps et qui va pouvoir créer de la solidarité et de la cohésion. Alors, le premier instrument, c'est la vie communautaire. Alors là, je donne l'exemple évidemment de l'armée, où on vit en caserne, où on campe ensemble, mais la plupart maintenant des organisations créent justement des occasions courte de vie communautaire. On part en retraite pendant 2 jours, on part en voyage ensemble. Et évidemment, on passe notre temps 24 heures sur 24 ensemble. Évidemment, c'est des expériences favorables à créer de la cohésion d'équipe.
donc créer des moments de vie communautaire. La tenue vestimentaire, de plus en plus d'entreprises utilisent, évidemment, on s'habille pareil, ou peut-être pas un tenue vestimentaire, mais un code vestimentaire. Voilà, dans une salle de marché, il y a un look à avoir, ou dans la banque, il y a un look à avoir, ou selon les métiers, on peut avoir un certain look qui fait que quand on se croise et quand on est ensemble, on se reconnaît comme étant évidemment partie prenante d'une même organisation ou d'une même institution, parce qu'on a les mêmes codes vestimentaires, on a rigoureusement la même tenue vestimentaire, comme c'est le cas par exemple dans les Apple Store. Alors, ça, ce sont deux moyens. Le troisième, c'est le rite. Alors, qu'est-ce que un rite? C'est une pratique collective où on communie dans un événement, dans un moment, et évidemment, ce sont des facteurs de cohésion très forts. Là, je vous montre un exemple qui est celui chez Walmart, qui est une grande entreprise américaine de distribution, hein, c'est un peu le Carrefour américain, où vous voyez un peu, c'est vraiment un rituel. Tous les matins, les employés de Walmart font ce qu'ils appellent le salut Walmart, où vous avez le manager qui dit « Give me a W » et tout le monde crie « W »,« Give me an A », tout le monde crie « A »,« Give me an L », etc. Mais « Give me a squiggly », c'est là où on se dandine un peu des fesses. Donc évidemment, c'est très, très américain. Mais évidemment, c'est un facteur de cohésion puisque ce rituel, il est répété tous les matins avant de commencer à travailler. Alors, la question, c'est évidemment d'avoir des rituels adaptés à sa situation, à son environnement, à son équipe, à son organisation. Évidemment, ce n'est certainement pas ce rituel-là que vous pourriez peut-être pratiquer dans votre entreprise, dans votre organisation, mais c'est chaque équipe doit avoir ses petits rituels. Alors, vous voyez, un autre exemple de rituel quotidien, ben voilà, par exemple, évidemment, dans les métiers, voilà, dans l'armée, la gendarmerie, voilà, il y a la levée des couleurs. Évidemment, c'est un moment fort de cohésion. Tous les matins, il y a la levée des couleurs. Alors, vous avez aussi des rituels d'entrée et de sortie d'une équipe qui aussi sont favorables à la cohésion d'une équipe. Donc, la cérémonie d'intégration pour rentrer dans une équipe, ça peut être un pot de bienvenue. Dans beaucoup de structures civiles, on pratique ça, c'est-à-dire quand il y a un nouvel arrivant, un nouvel entrant dans l'équipe, eh bien justement, on crée cette cérémonie, ce rituel d'entrée où tout le monde est réuni, où on présente le nouveau venu, on le met vraiment sur un piédestal, on le remercie d'être venu, on brosse ses qualités, et puis voilà, tout le monde prend connaissance de l'arrivée d'un nouveau membre et tout le monde participe de l'intégration d'un nouvel entrant. C'est à ce moment-là aussi symboliquement où chacun prend conscience qu'il appartient à une équipe. Il peut y avoir des rituels de récompense. Dans beaucoup d'institutions, beaucoup d'entreprises, on utilise ça. Ce sont aussi des moments de communion où on récompense voilà, le travail accompli, les résultats, les réussites. La fête, qui est un rituel plus informel, mais qui évidemment est aussi un grand facteur de cohésion, où justement on peut casser la hiérarchie, avoir des rapports plus informels, plus familiers, et créer de la complicité, de la connivence. Cette fête peut avoir lieu sur le lieu du travail ou en dehors, mais ce sont évidemment des moments de partage et de cohésion. Les cérémonies d'hommage, vous voyez, bon, par exemple, chez Apple, tous les ans, il y a une cérémonie en l'honneur du fondateur. Donc, vous voyez la photo au loin de Steve Jobs, où on communie en quelque sorte dans la gratitude envers ce fondateur qui a créé Apple et qui a fait que voilà, Apple est ce qu'il est. Donc, évidemment, chaque entreprise a ce genre aussi de rite où on rend hommage à des personnes importantes d'une institution. Il faut évidemment que ce soit une institution qui ait une certaine histoire, évidemment. Et puis, vous avez voilà, la cérémonie d'adieu, le rituel de sortie, quand quelqu'un quitte une équipe, alors notamment quand il part à la retraite, mais pas seulement, quand il est resté un certain temps dans son équipe, on peut organiser évidemment un pot d'adieu où on va remercier, donc on va évidemment avoir des paroles de gratitude pour le travail accompli, on va lui souhaiter bon vent pour la suite, et évidemment tout le monde est réuni pour célébrer ce moment, et donc c'est aussi un facteur de cohésion pour l'équipe. Donc ça, ce sont différentes sortes de rituels. Il y a évidemment les repas, avoir des repas en équipe, c'est aussi un moment de convivialité qui peut créer de la cohésion. Il y a les réunions, évidemment, mais les réunions, il y a des réunions de travail qui sont donc là uniquement pour travailler, mais il faut aussi pouvoir envisager des réunions qui ont une autre vocation aussi, qui a une vocation plus relationnelle et qui vise plus à activer le modus vivendi que uniquement le modus operandi, puisque là, évidemment, on se réunit pour travailler ensemble. Alors, il peut déjà se créer des liens à cette occasion, mais on peut aussi organiser d'autres réunions qui
qui ont d'autres, qui travaillent plus sur… donc, la réunion de travail, c'est évidemment un moment aussi qui implicitement va créer de la cohésion, mais qui n'est pas dédié à la relation et à la cohésion en tant que telle. Vous avez les réunions de service, voilà, où on peut prendre connaissance, être informé de tout ce qui se passe dans une équipe, notamment quand les équipes sont assez grandes. Donc, et c'est des moments aussi justement où tout le monde est réuni, où on peut avoir un temps d'échange et se rencontrer de nouveau. Des réunions d'information, le manager saisit l'occasion de décisions qui ont été prises ou d'informations qu'il a communiquées à toute son équipe pour les réunir. Et puis évidemment des réunions de crise, mais là c'était évidemment dans des circonstances particulières. Mais donc les réunions sont évidemment aussi des vecteurs de cohésion et de prise de conscience qu'on appartient à une équipe puisqu'on est réunis tous ensemble à chaque fois en diverses occasions. Et là, évidemment, ce qui est important dans ces réunions, c'est la distribution de la parole. C'est que le manager doit veiller, évidemment, à ce que tout le monde ait pu se sentir impliqué et partie prenante de la réunion et donc veiller à ce que la parole soit bien distribuée. Il y a les loisirs. Dans beaucoup d'organisations maintenant, il y a une organisation de loisirs, soit sur les heures du déjeuner, soit avant le matin, soit après, soit ou même carrément pendant les heures de travail. Et évidemment, ça peut être aussi un vecteur de cohésion dans une équipe. Bon, voilà, maintenant, il y a une nouvelle pratique. Ça, c'est une pratique très anglo-saxonne, je dirais très londonienne. C'est l'afterwork. C'est après le bureau, aller boire un verre dans un pub. Bon, en France, on est moins porté vers ce genre de pratique parce qu'on dissocie davantage le professionnel du privé, mais c'est aussi une possibilité qui se développe, notamment dans les jeunes générations. Et je dirais que dans la recherche d'instruments de partage ou de moments de partage, il faut être créatif en tant que manager. Là, je vous ai dressé un certain inventaire d'instruments qui existent. C'est à chacun de choisir ceux avec qui il se sent à l'aise et qu'il a envie de s'approprier et de les implémenter à la manière dont il souhaite le faire. En fonction de sa personnalité et puis en fonction évidemment de la personnalité des membres de son équipe. Savoir choisir à bon escient quels sont les vecteurs de partage que je vais mettre en place dans mon équipe. Bon, alors il y a les épreuves évidemment qui peuvent créer de la cohésion, mais ça c'est évidemment pas quelque chose que l'on essaye de créer, mais qui nous arrive à notre insu, mais qui peut être aussi un facteur de cohésion, parce que quand on a justement partagé des émotions ensemble, d'inquiétude, de peur, de tristesse, ça peut souder une équipe, au même titre que quand on partage des émotions positives. L'idée étant, à travers tous ces instruments de partage, de créer une communauté émotionnelle, c'est de vivre des émotions ensemble, partager des joies, partager des peines, mais évidemment essayer de partager plutôt des joies quand même, et évidemment se créer une complicité et des liens d'attachement, d'affection, fondés sur de l'admiration et de la gratitude et qui créent un capital de cohésion dans notre équipe. Alors, ceci étant dit, il faut évidemment aussi veiller à ne pas mobiliser trop les instruments de rivalité qui vont au contraire créer de l'envie au sein des équipes. Je les mentionnerai assez rapidement parce que j'aimerais ne pas dépasser trop mon temps, n'avoir c'est-à-dire qu'une demi-heure de présentation pour vous laisser le temps quand même de éventuellement me poser des questions ou réagir à ce que j'aurais présenté. Mais je vous présenterai 4 instruments de rivalité qui peuvent créer la zizanie et la rivalité au sein de votre équipe. Le premier, c'est la comparaison, c'est-à-dire comparer des personnes de votre équipe. Que ce soit par des formules comparatives ou des formules superlatives. Je vous donnerai un exemple. Je connais un chef d'entreprise qui avait 12 programmeurs, donc c'était une petite start-up, et qui a réuni donc, ces 12 programmeurs et qui a dit à 11 de ces programmeurs, j'aimerais que vous soyez tous comme lui. Donc, vous voyez, quand vous mettez comme ça, vous portez au pinacle l'un des membres de votre équipe vis-à-vis des autres, évidemment, là, vous risquez de créer de la division et de la dissension au sein de votre équipe parce que vous avez, sans vous rendre compte, créé 2 catégories de collaborateurs et évidemment, ça va créer éventuellement de l'envie et de la division dans votre équipe. Donc, évitez les comparaisons en public qui peuvent avoir un effet sur l'envie. Les classements, évidemment, les classements, le problème, si vous avez un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, eh bien là encore, il y en a un qui est au-dessus et l'un qui est en dessous. Et ça c'est vecteur d'envie. Donc, les classements,
ou les formules, toi, tu es mon numéro 1, toi, tu es mon numéro 2. Bon, évidemment, ça crée de la rivalité. La différence de traitement. Toute différence de traitement est susceptible de créer de l'envie et donc créer de la division dans son équipe. Différence de traitement, je vous donnerai quelques exemples. C'est aller toujours déjeuner avec les mêmes. C'est accepter que certains vous tutoient alors que d'autres vous voient. C'est complimenter toujours les mêmes. Tout ça, évidemment, ou donner un avantage aux uns et pas aux autres. Évidemment, toute différence de traitement dans une équipe est une source potentielle d'envie. Et enfin, mettre en concurrence les gens pour une promotion, un avantage, une prime ou quoi que ce soit. Évidemment, dès qu'on met en concurrence les gens dans une équipe, eh bien, on va peut-être maximiser la performance individuelle, mais on ne va pas forcément maximiser la performance collective parce que on va saper la cohésion. Parce que j'ai aucune raison de coopérer avec des gens à qui on me compare en me mettant en position d'infériorité, à qui on accorde des traitements plus avantageux que les miens, auxquels on donne un classement supérieur au mien. Évidemment, tout ça ne me pousse pas à être très coopératif. Et donc, je dirais que si on utilise ces instruments de rivalité, que sont la comparaison, le classement, la différence de traitement et la compétition, eh bien là, on risque de saper la cohésion d'une équipe. Donc, il faut être très, très vigilant et très précautionneux quand on décide d'utiliser ces instruments qui sont pourtant, évidemment, très souvent utilisés parce qu'ils visent à maximiser la performance individuelle de chacun, c'est-à-dire les stimuler, mais en stimulant la performance de chacun, en revanche, on menace la cohésion de son équipe. Voilà.